Voyage en récit Jean-Olivier Viou. et Geoffroy Scrive. Jean-Olivier Viou, vous êtes magistrat, procureur général de la République, substitut général à Lyon en 1985. Si nous nous rencontrons, c'est pour revenir sur un procès extraordinaire d'un homme qualifié souvent d'ordinaire qui s'est passé dans cette ville de Lyon en 1987, celui de Klaus Barbie, procès au cours duquel donc, vous siégiez dans l'accusation aux côtés du procureur général de la République, M. Pierre Truche. Et j'aimerais commencer peut-être par quelques chiffres. Pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas cet événement, ce procès donc s'étale du 11 mai au 4 juillet 1987. Il y a un accusé, donc Klaus Barbie, 37 audiences criminelles, 3 magistrats, dont le juge André Serdini, 9 semaines, 6 heures de délibération pour arriver à une culpabilité de 17 crimes de Klaus Barbie contre l'humanité, 2 représentants du ministère public, donc Pierre Truche et vous, 9 membres du jury, 2 greffiers, 2 interprètes, 39 avocats de la partie civile, ce qui n'est quand même pas rien, d'où le caractère aussi extraordinaire de ce procès. Un avocat de la défense, auquel viendront s'ajouter 2 autres en fin de procès, maître Vergès d'une part, maître Mamba et maître Bouyata. Mais aussi, il ne faut pas oublier, à tous ces chiffres énumérés, des milliers de victimes. J'ai ici un document qui mentionne 7531 personnes emprisonnées donc à la prison de Montluc à Lyon par les soins donc de Klaus Barbie à l'époque, qui était donc le représentant qui mettait en place la police de sécurité du Reich. Et sur ces 7531 personnes emprisonnées, seuls 840 rentreront de déportation. Voilà le tableau. Et à ce procès, il y a un dernier chiffre qu'il faut évoquer. Ce sont les 3 motifs de condamnation. C'est d'une part la rafle de l'Union générale des Israélites de France, l'UGIF, le 9 février 1943, dans le centre-ville de Lyon. La rafle des enfants d'Isieux, 6 avril 1944, un petit village, on va dire, perdu entre Lyon et Chambéry. Et puis enfin, le dernier convoi ayant quitté Lyon pour Auschwitz, et nous sommes là au 11 août 1944, donc un des derniers convois partant pour l'horreur. Alors, première question. Aujourd'hui, pensez-vous, Monsieur le procureur, qu'il faille encore et qu'il soit toujours nécessaire de faire ce devoir de mémoire? Et si oui, sous quelle forme? Est-ce que la parution des 5 DVD résumant les audiences de ce procès y contribue-t-elle? La réponse est évidemment oui, parce que si le procès Barbie n'était qu'un moment de justice destiné à être oublié aussitôt qu'il a été posé, ça serait dramatique. Le procès Barbie a une importance à travers les leçons que l'on doit en tirer. Les leçons du procès Barbie, c'est que l'on a la démonstration de la manière la plus absolue par l'audition de victimes directes de Barbie de la réalité des chambres à gaz. Lyon s'est malheureusement tristement illustré quelques années plus tard par des négationnistes. D'éminents professeurs d'enseignement supérieur ont osé proférer des affirmations selon lesquelles, à Auschwitz par exemple, on ne gazait que des poux. Il était donc important qu'un procès comme celui-là, où pour la première fois de son histoire, la France allait condamner le crime contre l'humanité, permette à des victimes directes d'exprimer ce qu'elles n'avaient jamais jusqu'alors exprimé. On a dit que le procès Barbie avait été le procès de la victoire sur l'indicible. Nous avions des victimes qui étaient rentrées au lendemain de la déportation, une poignée, vous l'avez dit. Barbie a en effet envoyé des centaines et des centaines de personnes. Vous avez avancé le chiffre de 7000 et quelques au moment du procès. Aujourd'hui, on sait qu'il y en a beaucoup plus, puisque les dernières études historiques montrent par exemple qu'à la prison de Montluc, plus de 10 000 personnes ont été écrouées, juifs et résistants, sous la responsabilité de Klaus Barbie, qui avait réquisitionné cette prison. Eh bien, aujourd'hui, grâce à ces témoignages qui ont permis de vaincre sur l'indicible, ceux qui n'avaient jamais osé parler, eh bien, ont parlé. Et il m'arrivait souvent, à la fin d'une audience, de dire à des témoins, mais comment se fait-il que vous n'aviez jamais parlé? Eh bien, les réponses étaient très, très significatives. Les premiers vous disaient, lorsqu'on est rentré de captivité, de déportation, on est arrivé dans une France qui venait de se libérer, une France qui voulait tourner la page, qui se reconstruisait. On avait presque le sentiment d'être des intrus, ou que l'on venait rappeler des pages sombres. D'autres nous disaient, mais
On craignait d'être pris pour des victimes pleurnichardes qui voulaient se plaindre. D'autres vous disaient, c'était tellement inouï ce que nous avons subi que nous craignions d'être pris pour des mythomanes. Et puis vous aviez des femmes qui vous disaient, je pense notamment à toutes ces femmes de Ravensbrück qui nous disaient, nous avons tellement été atteintes dans notre intimité, dans notre pudeur de femme, que par pudeur nous n'osions pas parler. Et nous nous sommes dit que si, à l'occasion de ce procès Barbie, nous ne nous emparions pas de cette unité de temps et de lieu pour parler, jamais nous ne retrouverions une telle occasion. Et c'est cette espèce d'alchimie du moment et du lieu qui a fait que le procès Barbie, oui, a été le procès de la victoire sur l'indicible. Du coup, il faut être très fin parce qu'il ne faut pas non plus que ce soit une répétition de ses souffrances. C'est-à-dire qu'il faut dire, mais sans faire souffrir. Et malheureusement, on voit certaines, je pense à certaines femmes notamment, qui témoignent, et on sent bien que la douleur est très vive, même plus de 45 ans après. Mais pour certaines, c'était une épreuve. Pour certaines, elles nous l'ont dit, c'était une épreuve surtout avant, quand il a fallu se préparer à ce témoignage, lorsque les jours approchaient. Et puis, il a fallu à ce moment-là se dire, on se jette dans la... Parler devant plusieurs centaines de journalistes, une foule considérable, venir ainsi s'exprimer, ce n'est pas simple. Et en effet, on ravive des souvenirs, on ravive la douleur. Et puis, il y a cette image de la justice. Quand on voit les images du procès, donc dans ce coffret de 5 DVD, on voit ces vieilles personnes monter des marches, parfois aidées des forces de l'ordre, gravir ces marches, monter à la barre, et les dominantes encore, d'une part les avocats et vous, donc sur leur gauche, Maître Vergès et parfois Klaus Barbie au début du procès, et ensuite quand il est obligé de comparaître sur la droite, et plus haut encore face à elle, le juge Serdini. On a une image de la justice qui peut impressionner des personnes qui n'ont pas l'habitude. Bien sûr, l'enceinte judiciaire était impressionnante parce que normalement, nous aurions dû organiser le procès dans la salle classique de la cour d'assises. Cette salle, au maximum, peut contenir en se serrant 250 personnes. Or, lorsqu'à un mois du procès, nous étions déjà à 600 demandes d'accréditation de journalistes, 39 avocats de partie civile, vous l'avez dit, plusieurs centaines de familles qui voulaient assister, il était impensable que l'on puisse organiser ce procès dans la salle des assises classiques. Alors on nous a proposé de nous délocaliser, d'aller au palais des sports ou au palais des congrès, et là on a refusé. On a refusé en disant que je me souviens d'une phrase qui avait été prononcée une fois, lorsque dans un pays la justice commence à être rendue dans les stades, il faut s'inquiéter sur l'état de la justice. Alors on a la chance à Lyon d'avoir un grand palais du 19e siècle dû à l'architecte Pierre-Louis Baltard et une immense salle des pas perdus. On a donc installé une mezzanine tout autour de la salle des pas perdus pour installer les familles de victimes, et puis on a réalisé une architecture provisoire, mais qui évidemment était monumentale, et avec ce décor assez grandiose, ces colonnes corinthiennes, ces grandes coupoles, etc. C'était très impressionnant. C'était tout sauf intimiste. Mais le juge Serdini permet quelque part cette intimité envers les témoins, il me semble, dans la façon qu'il a de s'exprimer à elle, très simple, très humaine. Parfois, il se fait très proche, non ? Mais la grande vertu du président Serdini, c'est de rappeler que la justice est humaine et elle traite des individus. Un magistrat doit être avant tout un humaniste. Et ce n'est pas trahir son impartialité, son objectivité, que de montrer à des victimes que l'on est proche d'elles. J'entends aujourd'hui des gens dire « Ah, mais les victimes, elles en font trop dans les prétoires ». Mais quand un individu est atteint dans son honneur ou dans sa chair, et qu'il vient devant la justice, il attend du regard des magistrats, de la parole du magistrat, une image d'une société compatissante. Et le président Serdini a eu tout cet art de réaliser cette proximité avec la victime, de l'aider, si l'on peut dire, dans l'effort qu'elle allait faire pour témoigner. Et il l'a fait avec beaucoup de tact. Parce qu'il y a aussi de la lassitude, j'imagine. On ne peut pas passer autant de semaines dans une passion constante. Et on le voit bien, à chaque début d'audience, c'est le même rituel, si je puis dire, qui s'instaure. La cour, tout le monde se lève, le président arrive, les jurys, etc. Tout le monde s'assoit. Et tous les matins, ou tout le début d'après-midi, souvent ça commence à 13h30, je demande au service d'ordre de me renseigner sur le point de savoir si l'accusé a accepté de comparaître. Et chaque fois, la même réponse du capitaine de police qui dit « Je mentionne au président qu'il n'a pas daigné... » Et à un moment donné, il y a une audience où, d'habitude, il demande à l'huissier ensuite d'aller voir l'accusé. Et avant de le faire,
il demande aux parties civiles et à la défense si elles ont quelque chose à dire. Et tout le monde se dit, tiens, mais pourquoi d'un coup ça change? Et à un moment donné, le juge Ciardini dit, ah, je m'embrouille. Quelque part, c'est très émouvant, je trouve, de le voir. Ça pourrait paraître banal, mais ça ne l'est pas dans ce procès. Et on sent en même temps qu'il y a une humanité à chaque moment. Oui, le président Ciardini était nature, pour parler vulgairement. Il ne tenait pas à pontifier, il ne tenait pas à habiller sa présidence de je ne sais quelle solennité particulière. Il a présidé le procès Barbie comme il a présidé les assises, d'une manière extrêmement humaine, encore une fois. Je l'ai pratiqué pendant plus de 10 ans aux assises et je peux témoigner que lors du procès Barbie, l'homme n'a pas changé. L'homme n'a pas changé. Oui. Alors évidemment, il y a le rituel, puisqu'il faut le rappeler pour les auditeurs qui l'ignoraient, qu'au bout de 3 jours, Klaus Barbie a refusé de comparaître. Et soudainement, un beau jour, à 3 heures de l'après-midi, Maître Vergès tend à Barbie un petit papier plié en 4. Barbie se lève. Monsieur le Président, je demande à prendre la parole. Le président Ciardini, très étonné, il était en train de mener ses interrogatoires, mais très poli. Mais vous voulez prendre la... Oui, ce ne sera pas long, mais c'est important. Ah, très bien, monsieur Barbie. Exprimez-vous. Et c'est là où Barbie indique « Je suis détenu illégalement en France, j'ai fait l'objet d'un véritable enlèvement, je suis victime d'un lynchage de la presse française, en foi de quoi je refuse de continuer à assister à mon procès, je demande à regagner ma cellule. » Vous imaginez la stupeur des victimes, oui. La stupeur des victimes qui avaient déjà assisté en 1952 et 1954 à 2 précédents procès contre Klaus Barbie menés par le tribunal militaire de Lyon, mais en l'absence de Klaus Barbie. Oui. Et de se dire, pour une fois que l'on a enfin pu mettre la main sur Barbie, qu'il est à la disposition de la justice française, voilà qui va s'échapper. Et il y a eu un débat. Et le débat s'est conclu par le fait que Barbie a été autorisé à ne pas comparaître. Pourquoi ? Parce que la règle, c'est qu'un accusé n'est pas obligé d'assister à son procès. Tant pis pour lui s'il ne veut pas se défendre. Sauf si sa présence physique est nécessaire à la manifestation de la vérité. Par exemple, s'il n'a pas été confronté avec certains témoins lors de la procédure d'instruction. Et on a appliqué à Barbie cette règle. Ce qui fait que tous les jours, puisque l'on avait autorisé Barbie à ne pas comparaître, eh bien, il fallait que l'on aille interpeller Barbie, s'assurer qu'il continuait à refuser de comparaître, qu'un huissier de justice dresse procès-verbal du refus de Barbie pour que l'on commence l'audience, ce qui fait que les audiences de 13h30 ne commençaient jamais avant 14h ou 14h15 parce que ce rituel, mais qui est absolument nécessaire, n'était pas observé. Mais c'était important, car je voudrais vraiment insister sur le fait que notre souci permanent a été de donner à Barbie toutes les facultés données à un accusé pour sa défense. Il fallait que le procès Barbie soit absolument insoupçonnable d'une quelconque critique sur le respect des droits donnés à la défense. Une exemplarité. Une exemplarité. Devant l'immensité des crimes commis par Barbie, que pouvait-on imaginer d'autre qu'un acte de justice au sens plein du terme, avec toutes les garanties du procès équitable ? Procès équitable, égalité des armes entre l'accusation et la défense. Procès équitable, respect du principe du contradictoire. Ce n'était pas un acte de vengeance qu'on venait poser ici. On venait poser un acte de justice. Et ça, c'était absolument indispensable. Beaucoup de témoins le disent. D'ailleurs, ils ne sont pas venus habités par un sentiment de vengeance. Ils viennent comparaître. Et pour certains d'entre eux, ils auront l'occasion de se confronter donc à ce personnage. J'aimerais qu'on donne la parole à l'un d'entre eux. Sur quoi basez-vous votre certitude que c'est Barbie qui vous a envoyé en déportation, qui a procédé à votre arrestation, qui vous a interrogé et qui vous a envoyé en déportation? D'abord, parce que c'est celui que tout le monde appelait l'Obersturmführer. Que d'autre part, là, j'ai appris depuis qu'il n'y en avait pas d'autres, là. Enfin, j'ai vu des photos ultérieurement. Ayant vu ces photos, là, j'ai toujours dit, c'est lui qui le premier m'a flanqué cette paire de gifles, c'est lui qui m'a interrogé, c'est lui qui m'a envoyé en déportation. Je ne suis pas venu ici, Monsieur le Président, dans un esprit de haine ou de vengeance. J'ai été confronté avec Barbie. C'est à son rictus, c'est à sa tête, c'est à son regard que je l'ai reconnu, mais pas à la couleur de ses cheveux à laquelle je n'ai jamais prêté attention.
pas plus à la confrontation que quand il m'a arrêté. Il y a des visages qu'on n'oublie jamais. Et il y a 2 jours encore, à l'hôtel à Lyon, alors que j'étais dans un demi-sommeil, je le revoyais une fois de plus, là, triomphant, heureux, fier, sa tête. Quelqu'un a dit d'oiseau de proie, je dirais d'épervier, sa tête, heureuse de me rabaisser. Et aujourd'hui, Monsieur le Président, moi je suis venu avec toutes mes difficultés, et je suis certainement beaucoup plus handicapé que ne l'est Barbie. J'étais prêt à lui redire ce que je vous ai dit, ce que j'ai dit à la confrontation et qu'il a nié systématiquement. C'était sa parole contre la mienne. C'est vous qui êtes les juges, ça n'est pas moi. Je ne dénonce que les crimes pour l'instruction, pour l'enseignement des générations à venir. Il assistait à tout le procès. 1 mois et demi, premier arrivé, dernier parti de la salle d'audience. Est-ce que dans ce témoignage de Marcel Sturze, tout est dit? Le devoir de mémoire, le fait de ne pas venir habité par la haine, ni par le sentiment de vengeance, et surtout le regard, la reconnaissance, le fait de reconnaître Barbie par son regard, ça reviendra systématiquement dans tous les témoignages. Et vous-même, qu'avez-vous ressenti peut-être en le voyant la première fois dans les yeux, ce Klaus Barbie? Alors, pour répondre à votre dernière question, je dirais que la première fois que j'ai vu Barbie, ça a été un étonnement total. Comment cet homme qui donne l'aspect d'un brave grand-père, paisible, extrêmement courtois vis-à-vis des magistrats, un SS est très courtois vis-à-vis de l'autorité, comment cet homme qui paraît si paisible, si calme, peut garder ce calme, et comment cet homme qui paraît si ordinaire, entre guillemets, a-t-il pu commettre de telles monstruosités? C'est véritablement la grande question. Comment un individu, dont l'histoire montre qu'au départ il était bien sous tout rapport, jusqu'à ce qu'il tombe sur les fourches caudines des jeunesses hitlériennes, a-t-il pu commettre de telles extrémités? C'est l'objet de votre publication destinée aux collégiens et lycéens. Absolument. C'est un petit livre que j'ai écrit pour les collégiens et les lycéens, Barbie, un enfant du fanatisme. Ça, c'était vraiment la grande question. Et le regard de Barbie, les yeux de Barbie, inévitablement, les victimes n'ont pas pu l'oublier. Et ce qu'il y a de très prenant, c'est de voir que des victimes qui ne se connaissaient pas, puisqu'on a eu des victimes qui venaient de la terre entière, ont toutes, elles ne sont pas concertées avant, ont toutes donné ce détail, ce rictus, ce regard. Et quand M. Sturze, admirable, va d'une manière très calme rappeler précisément ce qu'il a vu de Barbie, en disant « mais moi-même je suis incapable de vous parler de la couleur de ses cheveux, je ne l'ai pas observé, mais son regard. Le regard du bourreau, c'est quelque chose qui ne s'oublie jamais dans une victime qui survit. » Et le témoignage de M. Sturze, et vous venez de le dire, est un témoignage qui dit tout. Il dit la certitude de l'identification de Barbie par ses victimes. Il dit la dimension du procès qui n'est pas un acte de vengeance. Et puis il dit « moi, victime, je m'en remets à la justice. » C'est à vous d'apprécier. Tous ne sont pas aussi calmes que M. Sturze, je pense à l'un d'eux. Vous refusez de répondre aux questions que vous pose le président de la Cour d'assises? Ja, ich antworte nichts. Oui, je ne répondrai à rien. Bien. Monsieur Marguen, vous nous avez dit hier qu'avant de vous envoyer en déportation, l'accusé vous a dit « tu seras NN ». Exactement. Et il a ajouté « n'importe comment, tu n'en reviendras pas ». Exactement. Avec le même air qu'il a maintenant. Pardon? Avec le même air qu'il a maintenant. Exactement. Vous avez entendu, accusé Klaus Barbie, ce que vient de dire le témoin? Il affirme qu'avant d'être déporté en Allemagne, vous lui avez dit « tu seras NN, n'importe comment, tu n'en reviendras pas ». Qu'avez-vous à dire sur les accusations portées par ce monsieur? Ich habe nichts zu sagen, Herr Präsident. Je n'ai rien à dire, Monsieur le Président. Bien, monsieur Marguen, je vous remercie. C'est dommage. Bon, il réagit comme un SS, c'est bien. Merci, monsieur Marguen. Monsieur Blardon, je vous en prie. Je vous en prie. Nous ne sommes pas au théâtre, je vous en prie. Vous êtes devant une cour d'assises, je vous demande de garder le silence.
Monsieur Blardone, vous nous avez dit hier avoir été torturé à plusieurs reprises par Barbie. Vous avez reçu des coups de cravache, vous avez été soumis au supplice du serre-tête, et vous avez été témoin également de tortures commises sous les yeux de l'accusé par des chiens sur des femmes. Sur les femmes, oui. C'est pas la question de torture personnelle pour moi, c'est surtout ce que j'ai vu et ce qui s'est confirmé justement aujourd'hui, certains témoignages qui confirment le mien. Alors automatiquement, je vois quand même que c'est pas de la fabulation, c'est tellement incroyable. Vous êtes marqué toute votre vie par cette chose. Alors, ma première question, monsieur Blardone, est-ce que le visage de l'accusé évoque chez vous un souvenir? Et si oui, lequel? Ce visage, Vous parlez dans le micro, s'il vous plaît. ce visage. Vous parlez dans le micro. À la cour, vous vous adressez. Pardon, Regardez, oui, puis oui, ensuite... je veux le regarder. Ah oui, je vous en prie. Je veux quand même le regarder dans les yeux. Monsieur Blardone. Je veux le regarder dans les yeux. Ces yeux glaciales, cette bouche. Il comprend le français, vous ne faites pas du souci, parce que moi, il m'a interrogé en français. Il sait bien ce que je dis, vous voyez, il a fermé les yeux maintenant. Monsieur Blardone. Monsieur Blardone. Écoutez, quand vous passez devant un homme comme ça, la lâcheté, Monsieur Blardone. aujourd'hui, sa lâcheté, on la voit. Excusez-moi, Monsieur le Président. Alors, est-ce que vous reconnaissez dans l'accusé la personne qui vous a fait subir les tortures que vous évoquiez hier? Formellement, je reconnais l'accusé. Et je suis choqué qu'on l'appelle Monsieur Atman. Donc vous le reconnaissez formellement. Vous avez traduit Madame Billot à l'accusé. Est-ce qu'il a quelque chose à dire? Il a entendu le témoignage du témoin de Monsieur Blardone? Non. Bien. Il n'a aucune question, bien sûr. Hein. Alors moi, je vais vous dire une chose. Un SS, dépouillé de son armure, sa mitraillette, son air de bœuf, il représente aujourd'hui la lâcheté même. Monsieur Blardone, vous avez ajouté hier, j'en viens à l'essentiel, hein. Vous avez ajouté hier, vous avez dit que vous aviez remarqué la présence de Barbie à Montluc lors de l'appel qui a précédé votre départ en déportation. Formellement, le 19 juin. Vous le confirmez? Je le confirme. Vous avez traduit, interprète? Bien. Alors, qu'a à dire l'accusé sur ce que vient de dire le témoin? Nichts, Herr Präsident. Rien, Monsieur le Président. On a l'impression, quand il répond au juge Cherdini, qu'il ne sait pas que Barbie est là. Il le regarde par terre et il se tourne pour le regarder. Et là, on le voit très nettement sur la vidéo. Ce monsieur se redresse d'un coup et s'adresse à Barbie presque en l'invectivant. C'est très poignant à ce moment-là. Et oui, c'est Mario Blardone qui a contenu sa rage Et d'un intérieure. coup, on sent qu'il retrouve... Il arrive, il se concentre, il ne veut pas tomber justement dans la réaction vive. Et puis, il y a cette phrase du président, et là, il voit son agresseur à quelques mètres. Il n'y avait que quelques mètres entre les témoins Vous et me le banc des reconnaissez et accusés. l'autre nie. Et voilà. Et là, évidemment, on sent la rage intérieure, la colère intérieure qui monte en disant cet homme qui m'a fait ce qu'il m'a fait et qui n'ose pas assumer sa responsabilité. Alors une question peut-être indiscrète, mais ce regard, ce rictus qui intervient souvent, on le voit même sourire au cours des débats, malgré sa politesse, ne sont-ils pas non plus une dernière victoire de sa part en voyant les souffrances qu'il a commises envers ces gens? On a dû vous poser la question 1000 fois, mais... Je me refuse d'aller jusque-là parce que je n'ai pas la capacité de sonder les reins et les cœurs. Est-ce que Barbie en était au point à vouloir encore narguer les victimes? Je n'en sais rien. Ce que je sais, et c'est bien là le drame, c'est que jusqu'à son dernier souffle, Barbie n'a rien regretté. Rien. Parce que le fanatisme avait fait de tels dégâts chez lui, comme l'a magnifiquement dit André Frossard dans sa déposition, on y reviendra peut-être, Barbie était incapable de regretter. Son seul regret, c'est qu'Hitler ait perdu la guerre. Oui. Et que son Dieu, son Führer, eh bien, il a été déchu. Et c'est ça le drame. Et récemment, je rencontrais encore une infirmière qui a assisté Barbie jusqu'à ses derniers instants, puisqu'il est mort d'un cancer pendant sa détention à Lyon en 91. Eh bien, elle me disait, cet homme jamais n'a extériorisé le moindre regret, le moindre regard critique sur son passé. Et quand on pense que quelques semaines avant son arrestation, début 83,
Il donnait une interview à un journal brésilien, Il Globo, qui lui demandait « Mais qu'est-ce que vous pensez quand on vous reproche d'avoir été à l'origine de la mort de plusieurs centaines de personnes ?» Il a répondu une phrase terrible que je rappelle souvent aux élèves. « J'ai appartenu à l'unité la plus prestigieuse du Troisième Reich. J'ai été fidèle à mon serment, à mon Führer. » Et la dernière phrase est crucifiante. « Et si je devais refaire ma vie 1000 fois, je la referais ainsi. » Quand on a été à l'origine de l'arrestation et de la déportation des 44 enfants d'Isieux, dont le plus jeune était âgé de 5 ans, ça fait froid dans le dos. Oui. Ça fait froid dans le dos. Ça fait penser à tout ce que la philosophie a pu enseigner, avec évidemment Hannah Arendt, je pense aussi Bien à René sûr. Girard, L'origine du mal. Absolument, absolument, absolument. Alors justement, vous avez cité André Frossard, j'aimerais qu'on l'écoute, non pas dans ce procès, mais dans, vous avez dû entendre cela, une émission apostrophe avec Bernard Pivot. Alors, je vous ai invité, André Frossard, pour parler d'un ouvrage publié chez Robert Laffont intitulé « Le crime contre l'humanité » qui fait suite au procès de Barbie. C'est un livre court, terrible et magnifique qui, lui tout seul, justifie le procès de Barbie. Vous voyez que j'y vais... Mais je le crois très très sincèrement, car c'est vraiment un livre moi qui m'a ému et que je trouve assez terrible. Alors, vous donnez d'entrée votre définition du crime contre l'humanité. Et alors cette définition elle est très précise, très courte et elle est probante. Oui, je dis qu'il y a crime contre l'humanité quand on tue quelqu'un sous prétexte qu'il est né et qu'il n'y a pas d'autre charge retenue contre lui. La seule pièce à son dossier, c'est son bulletin de naissance. Voilà. De sorte que toute défense est complètement impossible. Le seul moyen de se justifier, c'est de mourir le plus tôt possible. Et ça ne s'était jamais vu, ça. Jamais. On a vu à travers toute l'histoire des rafales d'horreur et de fureur déchaînées. On a eu des génocides, les Arméniens en 1915 et ainsi de suite. Et puis les Cambodgiens. Mais ce sont des accès de fureur épouvantables. Il n'y a pas l'esprit de système qu'on trouvait dans l'extermination des Juifs et des Tziganes par les nazis. Et pour des motifs différents. D'ailleurs, les Tziganes, parce que sous prétexte que c'était une race inférieure, ce qui est incroyable quand même, et les Juifs, alors à mon avis, ça allait beaucoup plus loin, c'était beaucoup plus profond, il s'agissait quand même pour les nazis de tuer l'idée de Dieu en Europe occidentale. C'était quand même ça leur projet, de sorte qu'après les Juifs, je pense que la persécution serait abattue sur les chrétiens aussi. Connaissiez-vous cette réponse d'André Frossard à Bernard Pivot ? Non, il reprend, je ne connais pas ce passage de l'émission, mais il reprend pratiquement mot pour mot sa définition du crime contre l'humanité au procès Barbie. Oui. Coupable d'être né, coupable d'être né contre la doctrine. Il n'y a rien d'autre dans son dossier que le fait d'être né. Oui. Et c'était évidemment l'un des plus grands moments du procès au niveau de la conception même du crime contre l'humanité. En quoi un crime contre l'humanité diffère d'un crime de guerre. Oui. Et ça, c'est le coupable d'être né est vraiment l'expression la plus pédagogique, notamment vis-à-vis des plus jeunes, de ce qu'est l'essence même du crime contre l'humanité. Alors j'aimerais revenir sur la défense. Monsieur le procureur, la défense par Maître Vergès de Klaus Barbie. Je vais commencer par cette anecdote. C'est le juge Serdini qui raconte dans le journal, il me semble, Le Progrès. Le journaliste demande au juge de leur relater la première visite qu'il a eue, donc la première fois qu'il a vu Klaus Barbie. Et le juge répond que c'était à Saint-Joseph, parce que vu les conditions de sécurité qu'il fallait, ça ne s'est pas fait au tribunal, mais à Saint-Joseph, donc ici à Lyon. Et il disait en cellule, il avait grand soin de sa bibliothèque, paraît-il, les odes d'Horace en latin, dans lesquels il y a le fameux Carpe diem, il me semble. Surpris, le juge dit « Je me suis toujours demandé si Vergès n'avait pas monté là un coup pour me bluffer. Saviez-vous cette anecdote ? Oui, je la connais bien, l'anecdote. Est-ce qu'on sait aujourd'hui si c'était un coup monté ou pas ? Tant le président Serdini que moi-même, je peux le dire, pense que ce n'est pas un coup monté. Car la culture de Barbie était impressionnante. Eh bien, je le pense comme vous. Parce que impressionnante. Vous avez quand même, dans ce livre, aux éditions ENS, Juger les crimes contre l'humanité 20 ans après le procès Barbie sous la direction de Pierre Truche, un témoignage qui m'a marqué, celui de M. Gonin, psychiatre, psychanalyste, qui a ausculté Barbie pour qu'il soit présenté dans les meilleures conditions de santé possibles, et il écrit que Barbie n'arrêtait pas de lui parler de ses maux d'estomac, et qu'ensuite, ça a duré pendant plusieurs jours, il dit « Il a élargi un jour son discours avec moi à des considérations sur la politique de la France et sa conduite lors de la dernière guerre.
En particulier, il s'est révélé extrêmement méprisant pour les soldats français de 39-40 qui avaient fui lâchement et n'étaient en rien dignes des aînés de la Grande Guerre de 14-18, celle où son père, à lui, avait été blessé. La France d'entre les deux guerres était une France dégénérée qui n'avait produit que des citoyens ne pensant qu'à leur confort et n'étant en rien des travailleurs pour une nation prospère et digne de ses ancêtres. Bien sûr, je me sentais de ces citoyens-là, en sorte que, quelque sorte, l'héritier de ces dégénérés qui avaient perdu la guerre et avaient été logiquement sous la botte allemande, gardienne des vertus ancestrales. Je dois dire que j'étais excédé par ces leçons de morale, cette position de mépris dans laquelle il mettait les Français et plus généralement tous ceux qui n'étaient pas allemands. Ce discours revenant sans cesse, je commençais à regretter le temps où ses intestins avaient seuls la vedette. Rentrant un jour en fin d'après-midi dans sa cellule, je le trouvais en train de lire, donc c'était pas un coup monté par Vergès, pour ce coup-là en tout cas. Grâce à sa fille qui venait assez régulièrement le voir, et on la voit dans le procès, il avait pu faire entrer en détention un certain nombre de livres qu'il plaçait soigneusement sur une étagère à laquelle il avait fréquemment recours. Je lui demandais ce qu'il lisait et il me dit « Des textes que vous ne connaissez pas, car votre génération en France ne s'y est plus jamais intéressée. Il s'agit de l'Iliade d'Homère. » Il avait entre les mains une édition bilingue grec-allemand. Lorsqu'il m'a dit que bien évidemment ça m'était inconnu, j'ai eu assez vite une réaction d'orgueil, et moi qui avais fait mes humanités chez les bons pères, donc chez les jésuites, je n'ai pu résister au fait de lui prendre le livre des mains. J'ai lu le grec sans difficulté car j'avais toujours beaucoup aimé cette écriture, et je lui ai traduit le passage de façon pas très fidèle, mais dans un sens général qui lui montrait qu'en effet j'avais bien étudié cette langue. Il eut un moment de flottement entre nous, et à partir de là son attitude changea vis-à-vis de moi. Vous avez la réponse. C'est incroyable. Vous avez la réponse. C'est quelqu'un, c'est le drame. Si les bourreaux n'étaient que des gens limités intellectuellement, si on était en présence de gens dont on se dit, bon, vers leur niveau intellectuel, ils n'ont pas pu faire autre chose que d'être bourreaux. Le drame du fanatisme, c'est que des gens d'une intelligence brillante versent dans le fanatisme. Comment le peuple allemand, un des plus lettrés, un des plus brillants du XVIIIe siècle en Europe, pour ne pas dire le plus brillant, a-t-il pu, pour une majorité de ses nationaux, tomber dans l'horreur du nazisme? C'est ça le drame dont Barbie est l'illustration. Voilà des gens, encore une fois, brillants. Il était musicien, Barbie est vraiment quelqu'un de cultivé, et voilà que cet homme cultivé, qui devrait donc avoir un regard critique sur l'individu, sur l'homme, etc., ses excès, eh bien non, parce que le fanatisme a fait son œuvre, il a prêté serment à son Führer, le Führer lui a ordonné de mettre à exécution la solution finale, Mein Kampf est devenu son livre de chevet, il est entré dans le nazisme comme on entre en religion. Et c'est ça le drame. Au point de changer de nom pour s'appeler Klaus Altmann, qui était le nom du rabbin de son village mort en déportation. C'est une blague ou c'est... Alors, je ne sais pas s'il s'agit là, sur ce point-là, s'il s'agit d'une coïncidence ou s'il s'agit d'une décision délibérée, je suis bien incapable de pouvoir vous répondre. Il fallait qu'il utilise un nouveau nom, puisque lorsqu'on a facilité son exfiltration d'Europe, on a fabriqué pour lui et les siens une fausse identité. Je pense que c'est lui qui a donné le nom d'Altmann. Est-ce qu'il y avait dans sa tête l'idée que c'était le souvenir d'un juif? Je n'en sais rien. Oui, je n'en sais rien. Oui. Alors, par rapport à Maître Vergès, qui assure sa défense, il est sioux. C'est-à-dire que, d'abord, on a le fait que Klaus Barbie, ici présent, en fait, s'appelle Klaus Altmann. Donc, il y a déjà un débat sur le nom dès le départ du procès. Ensuite, il insiste sur le fait qu'il est détenu illégalement en France, suite à son extradition plus ou moins claire de Bolivie, où il avait vécu plusieurs années. Et là-dessus, M. Truche interviendra. Ensuite, il y a une comparaison à l'enlèvement du duc d'Enghien. Bon, il faut quand même pousser le bouchon, mais admettons, si je puis dire. Ensuite, il y a une comparaison des crimes des nazis avec la colonisation, bien sûr, la guerre d'Algérie et les agissements d'Israël, qui vaudra à ce moment-là, à la fin du procès, la seule suspension de séance, il me semble, de tout le procès. Un incident très violent, bien sûr, lorsqu'il a parlé de la nazification du régime israélien. Et là, il y a eu évidemment les avocats représentant la communauté juive qui n'ont pas pu rester quoi. Ils se sont immédiatement insurgés contre de tels propos. Et là, en effet, le président Sardini a dû régler un incident assez violent. Mais à voir les yeux de Maître Vergès, tout ça était bien prémédité. Et il était très heureux de voir les réactions que suscitait son propos. On peut lire sa jubilation. Ah oui, bien sûr, bien sûr.
Et puis il y a aussi des échanges que je pourrais qualifier presque de surréalistes, avec le docteur Gonin, justement, dont nous venons de lire le passage, psychiatre, psychanalyste, à la 3e audience, sur les excréments, le rapport au corps de Barbie, les obsessions, l'analité. Monsieur le Président, Monsieur Gonin également, nous a évoqué la constipation dont souffre Monsieur Barbie. Il y a vu la persistance d'un stade anal, la volonté de garder secret ce qui doit être excrété. Je voudrais lui poser la question. Est-ce qu'avec un bon purgatif, cette situation perverse n'aurait pas pris fin? Puisque la question est posée comme ça, il est bien entendu, et je voudrais qu'il n'y ait pas de confusion, je ne dis pas que tous ceux qui sont constipés sont des obsessionnels. Je ne dis pas que tous ceux qui souffrent de cette affection-là sont dans la structure de Barbie. Je dis que, joint aux autres éléments connus de Barbie, joint au fait qu'il en est fait cet étalage répétitif et quasi persécuteur pour ses interlocuteurs, il ne s'agissait plus d'une constipation dont il souffrait, mais d'un élément intestinal de rétentionnel dont il faisait souffrir son interlocuteur, ce qui n'a rien à voir. Faire état, si, mesdames, messieurs, vous êtes constipés, je ne sais pas si vous en faites régulièrement état aux autres, je ne sais pas si vous leur en parlez pendant des heures avant d'introduire tout entretien, mais à ce moment-là, il faudra quand même vous interroger sur votre manière de fonctionner et de prendre langue avec l'autre. C'est une drôle de manière d'entrer, si je puis dire, en matière que cette constipation-là. Voilà pourquoi Barbie est coupable. Alors ceci me fait penser à Molière. Et je voudrais poser à Monsieur Gonin la question, est-ce que Molière était resté au stade anal, qui dans le malade imaginaire parle d'un docteur qu'il appelle Diafoirus. Dans Diafoirus, il y a foireux, Monsieur Gonin, foireux, comme disait Apollinaire. Est-ce que vous ne voyez pas là un stade anal et préfasciste chez Molière? Il y a quelque chose qui fonctionne dans le... Je vous en prie, maître. Vous dans avez posé le une question. défenseur de Barbie, qui, excusez-moi, me rappelle beaucoup son client. À défaut d'humour, car maître Vergès en a beaucoup plus, et c'est pour ça que mon diagnostic ne sera pas le même à son endroit. Donc, puisqu'il a un humour, mais il a surtout une manière de ne pas parler avec son interlocuteur qui me rappelle son client. Le piège, le fait de devoir reconnaître à Molière peut-être cet élément de perversion anale, tout cela, ça ne fait pas quand même très sérieux. On peut dire avoir Molière, même dans le Misanthrope, qu'il était tout, sauf un constipé. Bien, je voudrais qu'on en revienne, si vous avez encore des questions. Non, je vous en prie. Si vous avez encore des questions, non, je voudrais qu'on en revienne à notre débat. Je n'en aurai plus. Quittons le domaine de la constipation et demain, j'espère qu'on passera aux choses sérieuses. Bien. Et puis, quand même, pour la fin, je dirais, faire comparaître dans les rares témoins de la défense un certain Raymond Aubrac. Alors, pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas ce nom, Raymond Aubrac a été résistant. Et puis, dans ce livre, on apprend quand même, le 30 avril 87, une semaine avant l'ouverture du procès, l'avocat de Klaus Barbie, maître Jacques Vergès, était ainsi condamné par la 17e chambre du tribunal de Paris pour complicité de diffamation envers le couple Aubrac. Parmi les témoins qu'il cita au titre de la défense au procès de Barbie, maître Vergès ne craignit pas d'appeler Raymond Aubrac, qui comparut le 15 juin. Cité par la défense, Raymond Aubrac souligne... Bon, Monsieur le Président, je crois que je reste dans le sujet en faisant une petite déclaration préliminaire. Cette déclaration, elle est très simple. Mon père et ma mère, Albert et Hélène Samuel, ont été arrêtés le 27 novembre 1943 par la milice, livrés à la Gestapo alors qu'elle était dirigée par Klaus Barbie. Le 4 janvier 1944, ils ont été transportés à Drancy. Ils ont fait partie tous les deux du convoi numéro 66 vers Auschwitz et ils ont été assassinés à l'arrivée. C'est une des raisons, Monsieur le Président,
pour lesquels, quand j'ai reçu une convocation de la défense pour venir témoigner à cette barre, j'ai été frappé de stupeur. Après réflexion, je suis venu ici, Monsieur le Président, par déférence pour la Cour et par respect pour la justice de mon pays. Je voudrais dire aussi que je suis ici convoqué par la défense, mais pas pour la défense. Enfin, il faut quand même un culot. Vous perdez un procès contre quelqu'un parce que en diffamation, un film qu'il avait fait sur la résistance et mettant en place Montbrac, et vous l'appelez quelques semaines après. Pour vous, il faut quand même... Ah mais rien n'arrêtait Maître Vergès, mais ça faisait partie de la stratégie qui était de vouloir dévier le procès sur l'affaire de Caluire. Oui. Et c'était tous les jours l'annonce que Barbie allait soi-disant faire des révélations, qu'il n'a jamais fait. Bon. Et comme Maître Vergès avait presque ouvertement accusé Raymond Aubrac d'être à l'origine de l'information qui avait été recueillie par Barbie de la tenue de la réunion du mois de juin 1943 à Caluire, et qu'il avait perdu son procès en diffamation, et qu'il allait annoncer des révélations, que Barbie allait annoncer des révélations, on fait citer Aubrac. Peu importe qu'il ait été condamné quelques jours avant par la justice pour dire « vous avez menti ». Il fait donc citer Aubrac. Mais là, ça fait pchit, parce qu'il n'a absolument rien pu demander à Aubrac sur l'affaire de Caluire. D'abord, le président l'aurait immédiatement interrompu, ce n'était pas l'objet du procès, mais c'était la façon de vouloir, évidemment, tirer. Et il souhaitait, j'en suis persuadé, qu'au bout du bout, Aubrac demanderait d'être dispensé d'être entendu comme témoin, en disant « mais moi, je n'ai pas à répondre ». Et Aubrac a eu l'élégance de respecter la loi, et c'est sa fameuse phrase « je suis ici cité par la défense et non pour la défense ». Et Aubrac va être tout à fait parfait dans ce rôle. Et Vergès va sans doute être très gêné de voir qu'Aubrac, droit dans ses bottes, vient témoigner. Mais c'était la stratégie. N'oublions pas que Jacques Vergès est l'archétype de ce qu'on a appelé la défense de rupture. La défense de rupture, c'est celle qui conteste à la juridiction et à l'appareil judiciaire la légitimité de juger. Donc il fallait mettre en cause la légitimité de la justice française de juger Barbie en disant « mais regardez ce que vous avez fait dans le passé ». Regardez ce que vous avez fait au temps des colonies au XIXe siècle en Afrique. Regardez ce que vous avez fait en Indochine. Regardez ce que l'armée française a fait en Algérie. Et à partir de là, balayez devant votre porte et ne venez pas chercher des poux. Il n'a pas plaidé. Il n'a pas plaidé le dossier, Maître Vergès. Il n'a pas plaidé le dossier. On aurait pu avoir une autre défense. Je ne dis pas qu'elle aurait abouti à un autre résultat, mais qui aurait été compréhensible précisément sur les dégâts que fait le fanatisme dans l'intellect d'un jeune de 20 ans qui, en 1933, perd successivement à quelques mois d'intervalle son père et son frère, qui se retrouve seul avec sa mère et qui, à la recherche d'un compagnonnage, d'une fraternité, va le trouver dans les jeunesses hitlériennes, ces jeunesses hitlériennes très chaleureuses, un espèce de scoutisme laïque, et avec évidemment des formateurs qui sont là, bien sûr, pour capter les jeunes et leur instiller les enseignements de Mein Kampf. Et il va mordre à l'hameçon terriblement. Et c'est ça le drame. Finalement, l'adversaire de Vergès, c'est Truche, dans ce procès. Oh, je pense pas qu'il respectait beaucoup le procureur général Truche, je pense pas. Non, il se respecte, mais... Non, mais l'adversaire, c'était les partis civils. L'adversaire pour Vergès, c'était les partis civils. Oui, se sentir 1 contre 39. Parce que 1 contre 39, et puis il avait certains contentieux avec certains des membres des partis civils, certains avocats. Et il reprochait à ces partis civils de vouloir enfoncer trop le clou. Et visiblement, autant vis-à-vis du ministère public, il comprenait, et il nous comprenait parfaitement que nous étions dans notre rôle, que nous faisions notre travail, avec les partis civils, les phrases étaient très très dures. Et vraiment, Vergès voulait régler des comptes. Et les a-t-il réglés finalement avec certains ? Y a-t-il eu, par son intervention, peut-être un retour à une forme de vérité ? Est-ce que certaines parties civiles poussaient à vos yeux le bouchon un peu trop loin ? Oh, je ne pense pas. Alors, certaines parties civiles ont été plus vindicatives que d'autres, hein, je le conçois parfaitement. Il y avait des avocats avec des tempéraments extrêmement différents. Il y avait des avocats très sobres qui plaidaient vraiment sur un dossier. Il y avait des avocats qui se voulaient plus brillants. Il faut ne pas minimiser le fait que pour la première fois, il y avait des caméras qui enregistraient tout cela, parce que la dimension aussi de ce procès, c'est que pour la première fois en France, on allait filmer un procès de son début jusqu'à la fin. C'est la première fois qu'il y avait un enregistrement audiovisuel
l'audiovisuel total d'un procès. Donc évidemment, il y avait le souci devant les caméras de vouloir exprimer quelque chose. Non, je ne pense pas que le bouchon a été poussé trop loin. Certaines, oui, ont été cinglantes, mais pouvaient-elles faire autrement? Je pense que chaque avocat de partie civile a parlé avec ses tripes et avec sa personnalité. De même pour le procureur Truche. Le procureur général Truche, d'abord, son tempérament, c'est celui d'un homme extrêmement... il ne laisse pas transparaître ses émotions, le procureur général Truche. Vous ne l'avez jamais vu laisser transparaître, on ne le voit pas laisser transparaître ses émotions, et je peux vous dire qu'il était ému. Mais c'était un homme extrêmement lisse. Et c'était un homme qui, justement, avait ce souci, partagé avec le président Serdini, d'offrir une image d'objectivité et de sérénité. Il était hors de question qu'il élève la voix et que devant les excès de certaines paroles de Maître Vergès, le ministère public réponde, je dirais, sur la même octave. Puis il a contribué à donner une définition à ce crime contre l'humanité. Oui, bien sûr. sûr. Revenir là-dessus, c'est très important. Mais c'était très important. Il fallait bien faire comprendre ce qu'était précisément le crime contre l'humanité et aussi pourquoi la Cour de cassation avait, par un arrêt extrêmement important de 1985, étendu l'application du crime contre l'humanité aux résistants, car au début du procès, le crime contre l'humanité était cantonné aux victimes civiles, entre guillemets, les juifs. Et puis ensuite, est-ce que l'on devait l'étendre aux victimes résistantes ? Et la chambre de l'instruction, la chambre d'accusation, comme on l'appelait à l'époque de la Cour d'appel de Lyon, avait indiqué, mais les résistants, bien que ce soit des civils, ils composaient une véritable armée, ne parlait-on pas de l'armée des ombres, et parce que c'était une armée qui faisait justement, qui avait un rôle combatif tout à fait reconnu, c'était uniquement des crimes de guerre qu'on pouvait lui reprocher. Avec évidemment une conséquence, c'est que les crimes de guerre se prescrivaient par 20 ans, et que le crime contre l'humanité était imprescriptible. Ça voulait donc dire que l'on allait sortir du procès Barbie toutes les victimes résistantes et ne limiter le procès Barbie qu'aux seules victimes juives, avec des conséquences qui choquaient le bon sens. Prenons le train du 11 août, vous en avez parlé tout à l'heure. Barbie fait déporter 650 détenus de Lyon en direction des camps de la mort. Dans le train, il y avait des juifs, il y avait des résistants. Allait-on donc trier pour la poursuite entre les voyageurs juifs et les voyageurs résistants? Et le cas des juifs qui étaient également résistants, comment allions-nous le traiter? Comment allions-nous interpréter la déportation de juifs qui étaient également résistants? Est-ce que c'est sous la casquette de juifs ou sous la casquette de résistantes qu'ils avaient été déportés? Parmi la poursuite, il y avait le traitement qui avait été réservé au professeur Gompel, grand professeur au Collège de France, qui avait été torturé par Barbie et qui est mort dans la baraque aux Juifs à Montluc des suites des sévices endurés. Il était juif et il était authentique résistant. Vous voyez à quoi ça pouvait... Ce qui fait que la Cour de cassation a dit le crime contre l'humanité, c'est évidemment le crime contre des populations données pour des motifs raciaux, politiques ou religieux, mais également des crimes commis contre ceux qui osent s'opposer, qui osent résister à la doctrine visant à l'exclusion de groupes de personnes pour des motifs politiques, raciaux, religieux. On a donc étendu à ceux qui résistent à la doctrine d'exclusion d'une catégorie d'individus le crime contre l'humanité. Dans un article ici, écrit, si la justice fut rendue de façon exemplaire, on est revenu sur l'exemplarité de ce procès à Lyon, on le doit beaucoup aux qualités intellectuelles et humaines de Pierre Truche. Il conclut ainsi son réquisitoire, la phrase est connue, « Je vous demande qu'à vie, Barbie sera reclus ». Est-ce que pour vous, qui l'avez bien connu, aux côtés de qui vous étiez pendant tout ce procès, le qualifieriez-vous d'homme sage et porté aussi vers l'espérance? Oui. Pierre Truche était un homme qui croyait en l'homme. D'abord, tout magistrat doit croire en l'homme. Un magistrat qui ne croirait pas en l'homme, qui n'a pas des convictions sur l'homme, donc l'essence même de ce qu'est l'homme, ce qu'est l'individu, il ne serait pas un magistrat. Et Pierre Truche était un homme extrêmement profond, un homme de hautes exigences éthiques et philosophiques, et il n'a pas pris le procès Barbie. Ça n'a pas été un mercenaire de l'accusation. Non. Pierre Truche n'a pas du tout embrassé l'accusation au procès Barbie comme un mercenaire de l'accusation. Il a pris la mesure de ce que représentait ce procès et il lui a donné cette dimension, encore une fois, humaniste. C'est certain, c'est certain. J'aimerais qu'on l'entende en lien avec ce que vous venez de dire. Est-ce que c'est ce qui le fait poser cette question à l'accusé? Si vous le permettez, Monsieur le Président, je voudrais poser une question à Klaus Barbie. Je vais lui poser une question, puis je lui dirai après pourquoi il devrait me répondre. Je voudrais parler d'un autre Barbie. En 1933,
D'un Barbie qui dit certes qu'il est impressionné par le soulèvement national et qu'il veut s'engager à la suite du chancelier du Reich, mais également un Barbie qui a des accents émouvants sur la mort toute récente de son frère aîné puis de son père, et aussi un Barbie qui raconte qu'après avoir milité dans une association catholique, il était dans une société de bienfaisance qui s'occupait d'accueil en gare et de visite des prisons, et un Barbie qui dit qu'il était très impressionné par les atteintes à la dignité humaine qu'il a constatées. Alors la question que je voudrais lui poser, c'est comment cet homme de 20 ans, ce jeune homme, qui a des réactions normales, est devenu après un SS convaincu, ce qui l'a conduit sur les bancs de la cour d'assises du Rhône. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie entre 34 et 37? Et je vais vous dire maintenant pourquoi vous devriez me répondre. Parce que, bien sûr, vous pouvez continuer à faire semblant, mais il y a 3 choses que vous savez. La première, c'est que quoi qu'il arrive en Bolivie, vous ne retournerez jamais en Bolivie. Le droit international fait que vous êtes en France et que vous y resterez. La deuxième, c'est que le procès se déroule à Lyon et qu'il ira à son terme. Et la troisième, vous le savez aussi, c'est que dans un certain nombre d'années, des personnes iront consulter tous les témoignages qui ont été posés dans ce procès, pourront voir un film, vous savez dans quelles conditions. Et la question qui se poseront tous, mais n'avait-il rien à dire? Il est très vraisemblable qu'un jour, il y ait soit un de vos petits-enfants, soit un enfant de vos petits-enfants, qui ira à la recherche de son passé et qui dira « mais est-ce qu'il avait vraiment rien à dire ?» Alors je crois que c'est aujourd'hui pour la dernière fois que vous avez l'occasion de dire quelque chose. Et je crois que cette question, vous le savez que je vous ai posée, qu'est-ce qui s'est passé entre 34 et 37? Qu'est-ce qui s'est passé à Bernao, à l'école où vous étiez? Quelles influences avez-vous reçues qui ont fait de vous, d'un jeune homme sensible à la misère humaine, un SS convaincu? Vous savez que cette question, c'est la clé du procès, mais c'est aussi la clé de votre vie. Je crois que vous devriez y répondre aujourd'hui. Herr Oberstaatsanwalt, ich kann Ihnen jetzt nichts dazu sagen. Ich werde abwarten, die Dinge abwarten, die laufen. Ich habe Ihnen gesagt, dass ich mich hier juristisch fehlfühle. Ich habe Ihnen gesagt, dass ich durch eine Entführung hier vor Ihnen stehe, nur aufgrund einer Entführung. Und aus diesen rein juristischen Gründen kann ich Ihnen Ihre Anfrage nicht beantworten. Monsieur le procureur général, je ne peux pas répondre à votre question. J'attends ce qui va se passer. Comme je vous l'ai déjà dit, je suis juridiquement absent ici. J'ai été victime d'un enlèvement. Je le répète, je suis la victime d'un enlèvement. Et donc, il n'y a aucune raison juridique pour que je vous réponde. Je ne peux donc absolument pas répondre à vos questions. Je vous plains de continuer à vivre dans une fiction et vous le savez. En fait, il n'a rien à dire, il n'a jamais rien à dire. Ni Schusagen. Voilà, je n'ai rien à dire. Vous attendiez-vous à cette question de Pierre Monsieur Truche? Naïn. Non, il ne l'avait pas prévu. Est-ce que ça, c'est pas une réaction un petit peu, là pour le coup, émotionnelle de Pierre Truche à ce moment-là? Je pense que Pierre Truche a vu que Barbie ne dirait rien. Et s'est dit, est-ce que cet homme cultivé, en portant le débat et la question au niveau où il l'a porté, c'est-à-dire en lui demandant intellectuellement par quel mécanisme vous avez pu... N'oublions pas qu'en 1933, Barbie voulait s'engager dans des études de théologie. Oui. Comment cet homme qui était investi dans des actions caritatives, comment a-t-il basculé? On a déjà répondu à cette question. Et je pense que Pierre Truche a voulu, par ce rappel passé, Barbie prenne de la hauteur et peut-être à ce moment-là accepte de parler. Mais il ne le suivra pas. Je pense, moi j'étais sans illusion personnellement, parce que Barbie était tellement enferré dans une posture qu'il était hors de question qu'il fasse une introspection publique. Est-ce que c'est cette introspection publique impossible qui le fera répondre dès le début du procès au juge? Si je résume, si vous voulez, le juge lui demande mais en quoi vos chefs ont trahi l'idéologie nazie que vous décrivez et pouvez-vous nous en dire plus? Et poussé dans ses retranchements, si j'ose dire, Klaus Barbie répondra au juge, en gros, si vous voulez en savoir plus, je vous invite à parler avec moi dans ma cellule. Enfin, ça, c'est pas dicté par Vergès, je pense, c'est une réaction de salle. Enfin, Vergès lui-même a dû être étonné. Oui, et puis il ne voulait pas s'exprimer, encore une fois, devant les parties civiles. Il y a un mépris des Juifs évident chez Barbie. On le voit à travers des propos. Il ne tenait pas, devant les parties civiles de la communauté juive, à s'exprimer.
Et C'était s'humilier quelque part. Voilà, il s'humiliait, il se mettait à nu publiquement devant tout le monde, et un SS, c'est pas dans ça, mais il accepte d'assumer pleinement ce qu'il a fait, et il dit, si vous voulez qu'on en parle en tête à tête, je peux en parler. Mais le juge, bien sûr, pas. Bien sûr que non. Puis il pouvait pas. On ne pouvait pas, puis c'est impensable. Une audience, elle est publique, elle est contradictoire. Il n'y a pas des présidents qui viennent introspecter les accusés dans leurs cellules, bien évidemment. Et là non plus, le juge ne s'énerve pas. Non, non, on écoute et puis on ne dit rien, bien sûr. J'aimerais revenir sur un passage du livre ici. Il dit « Il n'y a pas chez Barbie de désir, le désir de l'autre, avec un grand A, qui est source de toutes les orientations, de tous les enthousiasmes, de tous les dons. Il n'y a que la force du destin. Il n'y a pas la vie circulant dans un don permanent où l'amour en acte, la parole en chair, constitue le sens généreux d'une humanité. C'est ainsi que Barbie, de par sa structure, était plus sensible aux idéologies qui fixent dans l'imaginaire le destin de l'homme. » Alors je me suis posé cette question, est-ce que c'est pour cette raison, entre autres, qu'il ne répondra pas à M. Truche, justement, sur ces questions? C'est par cet enfermement du cœur, quelque part? Mais bien sûr, mais le fanatisme fait disparaître toute espèce d'humanité, toute espèce encore une fois, de regard sur soi. Quand vous êtes pris dans une croyance fanatique, tous les raisonnements rationnels ou irrationnels de nature religieuse, de nature philosophique, sociologique, tout ce que vous voulez, disparaissent. Oui. Quand vous avez aujourd'hui un gamin de 20 ou 25 ans qui accepte de s'entourer le ventre d'une ceinture d'explosifs, d'aller se faire sauter sur un marché au nom de Daesh ou de je ne sais quoi, pour mourir et faire autour de lui le plus grand nombre de morts possible, mais c'est la même démarche. Il n'y a absolument aucune espèce de recul. Pourquoi je fais ça, etc. Mais je suis pris. Frossard a eu cette belle phrase dans son témoignage. Il faut éviter que ne recommence cette période. J'ai vu et je crois avoir compris comment on fait les Barbies. Les Barbies, en général, sont des médiocres qui ont donné leur conscience au parti, mais totalement, qui ont fait abdication totale de leur conscience personnelle, propre. Elle est mise en dépôt au siège du parti nazi et on ne la recouvre jamais. En échange, le parti vous désigne le bien et le mal et il vous donne le pouvoir, un pouvoir de vie et de mort sur votre semblable. L'abandon de votre conscience vous vaut ce surcroît de puissance que vous n'obtiendriez jamais par vos propres moyens. C'est comme ça que ça se passe. Et c'est pourquoi les Barbies, en général, ne manifestent aucune espèce de regret ni de repentir. Ils n'ont jamais récupéré leur conscience. Elle a été enfouie dans les décombres du bunker de Berlin où Hitler est mort. Et ils ne la reverront jamais. Ils ont laissé leur conscience dans les consignes du parti et ils ne la retrouveront jamais. Car celle-ci s'est consumée dans le bunker de Berlin. C'est une phrase terrible d'André Frossard. Oui. Mais ça résume tout. Ça résume tout. Et on comprend qu'à ce moment-là, Barbie, il est claquemuré dans cette croyance aveugle et il ne veut pas, et il n'en sortira pas. J'ai dit même pas il ne veut pas en sortir, il ne peut plus en sortir. Le fanatisme a fait son œuvre, le fanatisme a fait ses dégâts. Il a capté la conscience de celui qui malheureusement a succombé à ce fanatisme. Monsieur le procureur, peut-être pour terminer cette émission, j'aimerais, si vous me le permettez, lire simplement cette citation de Yankelevitch, de Vladimir Yankelevitch, dans l'imprescriptible. Ces innombrables morts, ces massacrés, ces torturés, ces piétinés, ces offensés sont notre affaire à nous. Qui en parlerait si nous n'en parlions pas? Qui même y penserait? Dans l'universelle amnistie morale depuis longtemps accordée aux assassins, les déportés, les fusillés, les massacrés n'ont plus que nous pour penser à eux. Si nous cessions d'y penser, nous achèverions de les exterminer et ils seraient anéantis définitivement. Les morts dépendent entièrement de notre fidélité. Comment ces mots de Yankelevitch résonnent-ils en vous, puisque dans votre ouvrage à destination des scolaires, vous citez notamment un par un les enfants des yeux? Absolument, absolument. Je répondrai simplement en rappelant un autre témoignage, celui d'Elie Wiesel, prix Nobel de la paix, et qui a dit un jour en Galicie, un jeune SS rencontrant un jeune juif, lui a dit « Avec tout ce que tu as subi, et l'énormité de ce que tu as subi, même si demain tu survis, et même si demain tu parles, personne ne te croira. » Et Elie Wiesel a poursuivi en disant « Ce procès apporte un démenti
flagrant à cette affirmation. Et se tournant vers les jurys et le public, il a dit « Le bourreau tue 2 fois. Une première fois sa victime, une seconde fois sa mémoire. Si après ce que nous avons entendu au cours de ce procès, le bourreau venait à tuer à nouveau, ce ne serait plus de sa faute, mais de la nôtre. » Tout était dit. Je vous remercie, monsieur le procureur.